Avant match, c'est parti. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, peu importe d'où vous nous regardez, les amis. C'est donc votre émission avant ce Guingamp 3 qui arrive demain à Roudourou. Avec encore ce Guingamp irrégulier qui est aujourd'hui, Gaëtan, quand on fait la photo à l'instant T, bonjour déjà Gaëtan, aussi proche de la 5e place que du premier relégable. Qui croit? Eh oui, c'est ça. À mi-chemin entre le bon et le moins bon, finalement. Moi, j'ai l'impression vraiment que ça résume la saison un peu de Guingamp. On a eu un peu toutes les émotions d'une semaine à l'autre. Une semaine, on a pu croire parfois, ah, ça y est, Guingamp peut accrocher quelque chose. La semaine suivante, oh là là, ça va plus du tout. Et bon, ça résume un peu finalement ce qu'on vit depuis le début de la saison à Guingamp. Vous voyez dans l'échelle les thèmes qui vont rythmer notre émission aujourd'hui. Un petit coup de projecteur sur Mehdi Merguem. On parlera aussi d'Enzo Basilio qui s'est arrêté à notre micro avec toi à Bordeaux Ouais. samedi. Tu nous présenteras l'équipe de 3. On replongera dans l'histoire, pas si lointaine que ça, avec un petit maillot, un extrait de podcast sur Youssouf Mchangama, notre ancien capitaine, qui revient à Roudourou pour la première fois depuis son départ demain. Et puis le quiz pour savoir si enfin je vais réussir à te piéger, Gaëtan Pinel qui mène, rappelons-le, 3 manches à 1 dans le challenge Profitroll. Maillot du jour sur moi. Alors franchement, c'est terrible. Regarde la manche, c'est une mi-manche. Une mi-molette, je ne sais pas si on voit bien. Maillot de gardien de Guillaume Gauquelin, porté à Hambourg en Ligue Europa. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu de sponsors. Il y a juste le Jean Stalavine ici. Mais c'est très étonnant parce que tu vois, il y a le petit rembourrage pour gardien. Je ne sais pas si on le perçoit bien. Si, quand Mais même. donc, ça s'arrête voilà, comme le Pentacourt, mais avec des mains. C'est Manche à étonnant. court. Manche à courte. Bon, on commence, Gaëtan, avec Mehdi Merguem, donc, Ouais. qui est très, très régulièrement titulaire à Guingamp, par qui beaucoup de choses passent dans les circuits de passe. Mais il y a toujours un mais. Avec Mehdi Merguem, on en attend toujours plus, toujours mieux. Dis-nous tout. Ben oui, c'était une des questions à Stéphane Dumont après le match à Bordeaux la semaine dernière. Moi, je l'ai trouvé très juste, notamment en première mi-temps, Mehdi Merguem, en deuxième aussi, mais en première, il y a eu beaucoup de renversements de jeu vers Amadou Sagna ou Lucas Marronnier côté gauche. Il a été juste dans ses passes, c'était propre, mais je trouve que ça manque parfois d'une vraie prise de risque. Oui, ça c'est propre le renversement de jeu, et c'en est une prise de risque sur ce geste-là. Mais il manque ce petit, je sais pas, alors la passe peut-être verticale un peu plus, qui puisse aller chercher les attaquants, même si c'est vrai que, bon, pour le coup, El Ouazzani, la semaine dernière, a été relativement discret, et Hugo Picard dans son rôle aussi, ce qui était peut-être plus contraignant pour Mehdi Merguem d'aller les trouver. Mais globalement, les matchs précédents, je trouve que c'est le cas aussi. Ce qu'il fait, c'est relativement propre. Il y a quelques pertes de balles, mais c'est le jeu son jeu qui l'impose, hein, forcément, quand il y a une prise de risque quand même. Et je trouve que cette prise de risque, elle est minimisée par rapport à ce qu'il pourrait apporter. C'est pas tout à fait l'avis de Stéphane Dumont, et on va écouter justement le son de cloche de l'entraîneur d'en avant. Vous êtes bagarré en zone mixte? Un petit peu, ouais, un petit peu. Oh. Non, 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 c'était gentil, Ah, c'était gentil. Il m'a répondu, vous allez voir, avec un large sourire. Écoutez-le. Oh, Mehdi, il prend des risques. Mehdi, il en prend des risques, il en prend et il dribble. Non, non, il prend ces risques-là. Après, Mehdi, on connaît sa qualité, on sait ce qu'il peut nous apporter. Maintenant, voilà, ce qu'on aimerait, c'est qu'il soit capable de nous faire gagner les matchs, de nous sortir la frappe, le coup franc, le centre, qui nous permet de passer un cap et de basculer dans le match. Mais oui, de toute façon, je le dis à chaque fois, je suis satisfait de Mehdi, mais des joueurs comme ça, on n'en a pas beaucoup, et donc forcément, on en attend toujours plus que les autres, et c'est le cas avec Mehdi. Voilà, Stéphane Dumont, qui lui estime donc que Mehdi Merguem prend en effet pas mal de risques. Toi, Pierre, comment tu perçois un petit peu la chose concernant le numéro 10 en avant? mais j'ai l'impression que c'est toujours, comment je pourrais résumer ça, une symphonie inachevée. Parce que c'est un joueur qui est beau à voir. Je trouve que c'est un beau joueur. Parce il a une technique très fine, très rare. Tu sens qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il peut se passer un truc. Mais il y a un problème, c'est que même si le foot n'est pas qu'un sport de statistiques, on n'est pas au basket ou autre, je trouve que son apport statistique
il doit être plus net. Et je pense que c'est une des raisons aussi qui explique le fait que Guingamp n'est pas plus haut. Parce que vous confiez les clés du camion à un joueur qui n'est pas assez efficace. Alors, je ne dis pas qu'il devrait avoir les stats de Mchangama sur sa dernière année, mais bon, il devrait être un peu plus. Là, cette saison, c'est 3 buts et une passe décisive seulement. Alors, on peut compter aussi, Mergem, ce n'est pas forcément un joueur qui est au bout des actions, c'est un joueur qui peut créer les actions, c'est-à-dire peut-être plus être dans l'avant-dernière passe. Il me semble qu'à Laval, le but qu'on marque, c'est lui qui fait une avant-dernière passe folle. Ouais. Pour El Ouazzani qui donne à Guillaume, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, je crois. Et puis il est aussi impliqué début 2024 de cette manière-là. Je me demande si c'est pas contre Rodez, Ouais. peut-être sur l'ouverture du score. Ou... Je crois qu'il y a Ouais. aussi un but comme ça où en effet il est plutôt presque à l'origine de l'action, mais pas à la finition. Il y a une stat sortie par Opta dans le dossier d'avant-match de Guingamp 3. Nos amis d'Opta, c'est l'institut statistique qui règne sur la Ligue 1, Ligue 2 et autres. Et la dernière stat de Guingamp 3, je trouve qu'elle résume tout ce qu'on dit. Mehdi Mergem a délivré une seule passe décisive en Ligue 2 cette saison, malgré le 4e meilleur total d'expected assist. Soit un différentiel de 4,9, donc de 5 entre ses passes décisives et celles qu'il aurait dû délivrer si ses coéquipiers s'étaient montrés plus efficaces à la réception de ses passes. Voilà, il y a toujours cette notion-là d'expected goals, c'est-à-dire c'est des calculs qui sont faits et qui montrent que Guingamp aurait dû marquer tant de buts. Mergem, donc là, aurait dû faire 6 passes décisives. Donc soit ce sont effectivement ses coéquipiers qui sont un peu maladroits, soit ce sont ses passes qui sont peut-être pas assez nettes, quoi que ce soit, mais voilà, ça montre bien que Mergem, c'est un problème individuel, mais aussi un problème collectif. Quand on parle d'inefficacité de Guingamp, voilà, il crée les actions, mais les autres n'arrivent pas tout à fait non plus à être au niveau de ça, parce que Mergem, je regardais ses stats, 90 matchs à Guingamp, 8 buts, 4 passes décisives. Et c'est le joueur clé, en tout cas, on a vu aussi l'année dernière, c'est le joueur sur lequel Dumont voulait bâtir. Ouais, c'est ça. Bon, Depuis joueur clé depuis en fait 2 ans parce que sa fin de saison 2021-2022 avait été assez époustouflante. on avait l'impression qu'il prenait un peu le flambeau d'Mchangama. Ouais, c'est ça. Et sauf que la transition, ben, elle a pas fonctionné puisque Mehdi Mergem s'est blessé quasiment d'entrée sur la saison suivante, c'est-à-dire 2022-2023. Il avait joué contre Pau la première journée, il avait marqué et puis il s'était blessé. Et il avait joué, je crois, 7 matchs ou 8 matchs la saison dernière, 7 de mémoire. Donc très peu. Et cette année, alors, il est revenu malgré tout avec 12 matchs l'année dernière. Ouais, c'est ça. À nouveau, cet impact, mais pas autant qu'on l'imagine. Et c'est pour ça que Stéphane Dumont disait aussi, d'un joueur comme lui, on attend toujours qu'il apporte plus, qu'il soit davantage décisif, qu'il nous fasse davantage gagner les matchs. Et c'est là, effectivement, qu'on peut dresser ce bilan. Mehdi Mergem n'a peut-être pas suffisamment fait gagner de matchs à Guingamp ou apporter de points à cette équipe de Guingamp. Et justement, Mehdi Mergem, il était en conférence de presse la semaine dernière devant la presse locale. Ouais. Et il parlait justement un peu de son rapport aux statistiques. Écoutez-le, c'est intéressant. Ouais, voilà, il y a beaucoup d'avant-dernières passes où, pour moi, à partir du moment où je déséquilibre l'équipe, que je fasse la dernière passe, l'avant-dernière, ou à la fin, s'il y a but, je suis content. Donc, voilà, on gagne les matchs. Moi, c'est ce que je veux. Après, je fais mon rôle au maximum. Quand j'aide l'équipe, je regarde pas forcément la feuille de statistiques à la fin. C'est un plus, on va dire. Mais bon, forcément, tout le monde aimerait marquer des buts, faire des passes décisives. Mais comme j'ai dit, si je peux aider l'équipe, c'est là-dedans que moi je prends mon plaisir. Voilà donc pour Mehdi Mergem. On va passer maintenant à Enzo Basilio. Gaëtan, je vois qu'à ta fenêtre, un mélange d'éclaircies et de nuages. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit truc au montage. Regardez, magie. Waouh, la lumière. Et là, la lumière. Ouais, on a des projecteurs à gogo à la Guingampais, c'est super. Donc, on va parler d'Enzo Basilio, parce qu'on a parlé du Capitana ces derniers temps. Et Basilio, il est venu à ton micro, Gaëtan, après le match à Bordeaux. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute maintenant. Il y a 2 thèmes abordés sur ces 2 minutes-là. D'abord, Gaëtan, tu lui poses la question sur le fait qu'il soit redevenu sur ces 2 derniers matchs et la perte du brassard un petit peu plus décisif. Et ensuite, relance de notre collègue de Ouest France, Alvin Koualef, sur une question peut-être de journaliste sur la perte de son brassard. Écoutez. On le disait, et tu le disais aussi sur les dernières semaines, que tu étais moins décisif par moment. Là, entre le match de Caen ce soir aussi, tu sors des arrêts
clés, à des moments clés aussi? Contre Caen, oui, parce que il y a le résultat, mais bon, ce soir dire décisif, non, ça rapporte. Les arrêts sont quand même là, et tu peux pas grand-chose à l'arrivée. Non, bien sûr, oui, il y a les arrêts, mais c'est voilà, il y a toujours une petite amertume parce que ça rapporte rien ce soir. Ouais. Qu'est-ce qui, sur cette période plus compliquée, qu'est-ce qui tu as peut-être pu faire pour revenir meilleur, plus fort, mentalement peut-être aussi? Ouais, non, c'est une remise en question. Après, j'étais pas décisif, mais j'étais pas spécialement fautif non plus, mais c'est y retourner le lundi. Déjà, c'est passé un dimanche merdique, si je peux dire, et s'y remettre le lundi, et voilà, faire le dos rond et travailler. Ça passe que par là, et puis ça repasse par des petits arrêts à l'entraînement où on reprend ce truc, quoi. Et voilà, ça fait du bien de refaire des arrêts, évidemment. Ouais. Dans quelle mesure le changement de brassard peut te libérer ou pas? Ou est-ce que c'est un truc de journaliste ou ça joue vraiment? Alors ça, je pense que c'est un truc pour vous, parce que ça, il y a rien du tout en interne, il s'est rien passé. Et voilà, peut-être qu'inconsciemment, peut-être, hein, je dis pas, mais quand non, mais bien sûr, j'entends. Mais après, une fois qu'on est sur le terrain, franchement, comme je vous dis, on pense pas. Je regardais pas le brassard, on n'y pense pas forcément. Donc peut-être qu'inconsciemment, oui, mais voilà, j'ai pas d'explication à vous donner. T'avais peut-être davantage à parler, guider, intervenir auprès de tes coéquipiers avec ce brassard que maintenant? Non, brassard ou non, ça changera rien. Après, voilà. Parler sur le terrain, oui, mais bon, des matchs comme ce soir, on m'entend pas trop, mais oui, ça change rien au fait de communiquer avec mes partenaires, ça c'est évident. Bon, voilà, c'est donc un truc de journaliste, on va dire. Ouais. Hein. Mais bon, c'est pour ça qu'on est là aussi, analyser, essayer d'expliquer ce qui se passe. Est-ce que, à ton avis, la perte du brassard, toi, l'a un petit peu remobilisé? Il parle d'inconscient un petit peu. Ouais, c'est ça. Je le trouve assez honnête dans ce qu'il dit. J'ai pas l'impression que ce soit un discours de com, de façade dans son explication. Je pense vraiment il l'a pas déjà mal pris. Il n'y a pas eu c'est pas pris comme une sanction. Il n'y a pas de souci à chercher, tout simplement. Maintenant, c'est vrai que ouais, il y a peut-être une petite partie inconsciente où il est dégagé d'une certaine responsabilité. Il a peut-être moins à se concentrer sur certains rôles, à devoir discuter, devoir intervenir sur certaines situations. En fait, il y a juste son rôle de gardien à maîtriser, Ouais. à gérer. Et peut-être qu'en effet, inconsciemment, même s'il n'avait pas l'impression que c'était un poids, entre guillemets, pour lui, il est dégagé d'une certaine manière de ce poids-là ou de cette responsabilité-là. Et on l'a vu, alors il le dit en effet à Bordeaux, c'est vrai que c'est pas décisif parce qu'il y a but à l'arrivée là quand il fait son double arrêt, mais il n'empêche que son double arrêt, fallait le sortir. Après, il peut pas non plus tout arrêter. Et la troisième frappe va au bout sur le but de Vipotnik, mais il sort quand même le face-à-face avec Davitashvili. La frappe d'Oli Volant ensuite, où il a fallu se relever très vite, revenir dans l'axe et se coucher à nouveau. Ouais. Bon, ce sont des arrêts que l'on ne voyait plus d'Enzo Basilio ces derniers temps. Il y a la frappe contre Caen d'Amin Salama en deuxième mi-temps qu'il va aussi bien chercher pour éviter l'égalisation des Canets. Donc, non, je trouve qu'il y en a pas 50 dans les matchs parce que Guingamp n'a pas tendance à concéder 50 occasions. Mais justement, il y avait ces derniers temps, Guingamp concédait. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buts concédés sur les 3-4 matchs qui ont précédé la victoire face à Caen. Mais globalement, même depuis le début de la saison, quand il n'y avait pas beaucoup d'occasions concédées, et Stéphane Dumont parfois soulignait le fait que l'adversaire, il avait un tir cadré, but. L'adversaire avait très peu et le très peu était concédé. Et là, on se rend compte que c'est moins le cas, à l'image du match face à Caen où Guingamp a très peu concédé et Guingamp n'a pas concédé de but pour le coup. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, et vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, parce qu'on avait relayé l'information au départ, à Bordeaux, sur la feuille de match, Enzo Basilio était mentionné comme capitaine de l'équipe. Et on a eu l'information ensuite qu'il y avait eu une erreur en fait sur la feuille de match et que c'était bien Dylan Wieser. C'est bien Dylan Wieser en effet qui est entré sur la pelouse avec le brassard. Mais Basilio l'a récupéré sur le dernier quart d'heure lorsque Wieser est sorti par contre 10-15 minutes avant la fin du match.
Et même les délégués ont été bonsoir, comme disait Ouais. l'autre. C'est eux qui se sont plantés. Peut-être d'ailleurs, Louis Herr, il sera suspendu pour le match à Brest contre Concarneau. Donc, on se doute que Basilio récupérera le brassard. On verra. Alors, pour agrémenter tout ça, on est allé gratter un peu en termes statistiques. Et il y a quelque chose qui est assez parlant quand tu disais tout à l'heure que Dumont nous témoignait pas mal de fois après les matchs qu'on prenait un but sur sur très peu de choses à une certaine époque. Basilio, en termes d'arrêts, de nombre d'arrêts, il est 18e de Ligue 2. 53 arrêts depuis le début du championnat. Mais pourquoi en fait il y a si peu d'arrêts? C'est parce que Guingamp est la deuxième équipe qui concède le moins de tirs cadrés en Ligue 2, derrière Ajaccio. 81 tirs cadrés concédés par Guingamp depuis le début de saison. Donc la stat qui est plus parlante, c'est le pourcentage de tirs cadrés arrêtés. 71,6% de tirs arrêtés pour Basilio. C'est le 12e de Ligue 2. Donc c'est moyen. Voilà, c'est moyenne basse. C'est ventre mou de Ligue 2. Encore une fois, là aussi, du côté de Basilio. Et quand on regarde l'évolution des statistiques de Basilio, on a pris 3 critères. On a pris le pourcentage d'arrêt depuis 3 ans, le nombre de clean sheets et le pourcentage de clean sheets par rapport au match. Eh bien, vous allez voir que cette saison 23-24, c'est pour l'instant la meilleure de Basilio avec Guingamp. Première saison 21-22, taux d'arrêt 66,1%. On est d'accord, Gaëtan? Nombre de clean sheets 8 sur 38. Donc, c'est un pourcentage de 21% de clean sheet. Deuxième saison, ce pourcentage passe de 21 à 29%. 11 clean sheets sur toute la saison et un taux d'arrêt qui grimpe 71,1%. Donc, vous voyez qu'il y a très peu d'écart par rapport à cette saison. On est un peu au-dessus cette saison, 71,6. Nombre de clean sheets, là, c'est intéressant. 10 cette saison en 26 matchs. L'année dernière, c'est 11. Donc, on est presque au record de Basilio depuis son arrivée. Et donc, c'est pour ça que le pourcentage augmente de près de 10 points. De 29%, on passe à 38,5% de clean sheet. Donc, il y a de la progression de la part de Basilio, de la part de la défense aussi, parce que moi, je ne suis pas super fan de l'interprétation des stats de clean sheet, des matchs sans prendre de but qui sont incarnés que par les gardiens. C'est un travail collectif. Après, il faut voir justement en effet quel est son impact en général au gardien sur ces matchs-là. Et ces chiffres-là viennent justement l'expliquer avec le pourcentage de tirs cadrés arrêtés, etc. Ça dénote quand même généralement d'une certaine solidité de la part du gardien, parce qu'il faut quand même qu'il soit présent. Mais oui, c'est un ensemble aussi bien sûr d'une animation défensive. Mais c'est comme les buts. Les buts, souvent on souligne le buteur. Il y a toute une préparation autour du buteur. Parfois, vous avez des buteurs qui vont alors mettre des buts extraordinaires, se les amener tout seuls, mais vous en avez aussi qui vont être à l'entrée des 6 mètres et claquer le but juste en la touchant une fois. Donc, bon, il y a tout ça évidemment à mesurer, à observer, à analyser, à prendre en compte. Et puis bon, ça, on arrive à un calcul final, on va dire. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a une progression quand même. Et on se souvient aussi qu'Enzo Basilio avait décroché, et le détient encore, le record d'invincibilité pour un gardien d'en avant en termes de temps. Alors, je crois que c'est qu'en Ligue 2. C'était à cheval sur 2 saisons. Non, c'est Ligue 1, Ligue 2, parce que le dernier record, c'était Lechrome. Moi, il me semblait que c'était Stéphane Trévisan. Ah, Trévisan? Oui. Ah oui, en Ligue 1, ça doit être Lechrome. Attends, parce que je l'ai noté, je crois, sur l'étiquette. Ouais, 671 minutes sans but encaissé. C'était à cheval sur la fin de saison 20-21 et le début 21-22. C'était l'équivalent de 7 matchs sans prendre de but pour Enzo Basilio. Ouais, il avait flanché. Il avait pris un but de Valenciennes qui avait mis fin à la série, but de Gaëtan Robaille d'ailleurs. Début de saison 2021-2022. Il met déjà la pression pour le coup ici. Là. Dernière chose, est-ce qu'il y aura une question sur Robaille? On verra. Une petite chose, juste pour terminer, pour la comparaison un petit peu, le meilleur taux d'arrêt en Ligue 2, selon le site fbref.com, qui est une mine de statistiques. Donc Basilio, 71,6 cette saison. Le meilleur, c'est Amiens, 79,6. Saint-Étienne, 77,6. Grenoble 77 et notre Mamadou Samassa National 76,4. Le pire, c'est Ajaccio 59,7. Voilà, donc pour le. Alors que c'est Leroy, c'est un des meilleurs gardiens. Mathieu Michel, Leroy est à Quevilly. Ah, Mathieu Michel, Leroy, c'est. Mais ils ont partagé des matchs un petit peu parce qu'il s'était blessé, Mathieu Michel, et Solacaro a dû faire. François Joseph. François Joseph Solacaro a dû faire 6 matchs, je crois. Donc,
Pourcentage aussi un peu différent, puisqu'il y a eu 2 gardiens quand Ouais. même utilisés. Voilà donc pour la partie gardien, partie Enzo Basilio. On passe maintenant à la deuxième partie un petit peu de cette émission. On parle de 3, on parle de Youssouf Mchangama. Ouais. On commence Gaëtan avec ta présentation de l'adversaire, l'Estac, qui, alors de l'extérieur, semble aller un peu mieux en ce moment. Ouais, Un tout petit peu. ça va mieux. Ça va mieux. C'est peut-être d'ailleurs le premier chiffre que l'on peut présenter. C'est une moyenne de points en nette hausse depuis le départ de Patrick Kisnorbo, l'entraîneur Est-ce que australien. vous connaissez Patrick Ouais. Kisnorbo? Ça, c'est une Alors, blague. juste Enfin, une blague. 30 secondes. Oui, vas-y. Ouais, Running gag. un de nos confrères, enfin, il y a eu toute une blague autour de ça. Bref, Patrick Kisnorbo qui avait quitté les Stacks juste après la défaite face à Guingamp. Il avait été démis de ses fonctions à ce moment-là. Lors des 15 premiers matchs de la saison, donc sous Kisnorbo, c'était une moyenne de 0,9 points par match pour les Troyens, donc vraiment faible. Depuis son départ, c'est 1,5. Donc elle n'a pas doublé, mais pas loin quand même. Pas mal. La moyenne est clairement en nette hausse. Alors, je dis depuis son départ et pas depuis l'arrivée de David Guillon, parce qu'il y a eu 1 ou 2 matchs où c'était un intérim d'Alou Diarra, je crois, en numéro 1, sur le banc troyen, et David Guillon qui est arrivé juste après. Mais voilà, depuis le départ de Kisnorbo, en tout cas, la moyenne de points qui a considérablement augmenté. En revanche, à l'extérieur, c'est très compliqué, enfin très compliqué, oui, relativement compliqué pour les Troyens quand même. Une seule victoire, toutes compétitions confondues, à l'extérieur. C'était à Bordeaux lors de la 16e journée, une victoire 1-0, donc juste après le départ de Patrick Kisnorbo. 3 s'étaient imposés à Bordeaux. Pour le reste, 6 défaites, 7 matchs nuls. Donc il y a quand même pas mal de nuls. Ça ne veut pas dire que si 3 gagnent peu, Guingamp va forcément gagner. Il y a quand même beaucoup de matchs nuls des Troyens en déplacement. Mais l'équipe qui a beaucoup de mal à s'imposer à l'extérieur. Et on parlait justement alors des tirs pour le coup concédés ou arrêtés par Enzo Basilio. 3, c'est une équipe qui tire assez peu au but finalement. 9,04 tirs par match. Il n'y a qu'Ajaccio qui tire moins. 8,69 par match. Ouais. Pour Guingamp, pour donner un ordre d'idée, Guingamp c'est 12,38. Donc Guingamp tire 3 tirs de plus par match en général. Voilà, 3, c'est une équipe qui ne tire pas beaucoup, par contre qui est relativement efficace, puisqu'elle elle a un but de moins que Guingamp cette saison. Donc ça montre que même en tirant bien moins, les Troyens en marquent quand même, avec Elisor qui est arrivé cet hiver, prêté par Metz, lui qui avait marqué pas mal de buts à Laval. Je crois que c'était 14 buts à Laval la saison passée, avec Rafiki Saïd aussi qui est très efficace, l'ancien de Brest et de Saint-Brieuc. Voilà, il y a quelques joueurs qui se mettent beaucoup plus en évidence là depuis maintenant le départ de Patrick Kisnorbo. Bon, Elisor lui est arrivé cet hiver. Et puis une équipe qui globalement va mieux, même si elle est à égalité avec la zone rouge. Les Troyens sont à égalité avec Dunkerque, 30 points. Donc ça va mieux, mais ça reste une situation très délicate pour les Stacks encore. Et donc, dans cette équipe troyenne, nous avons une vieille et bonne connaissance guingampaise, Youssouf Mchangama. Voilà, les 2 petites parties qui arrivent dans l'émission vont être consacrées à notre ami Youssouf. Vous voyez ce maillot-là que l'on vous présente, donc c'est le maillot de la saison 21-22, la dernière de Mchangama, avec ce petit rappel. Alors, nous, on le voit comme ça, je ne sais pas si ça a été vu comme ça par ceux qui décident du design des maillots. Petit rapport aux damiers aussi, du côté de l'en avant Guingamp, les fameux damiers qui nous avaient accompagnés en D1, époque Coco Michel, Smereki et compagnie, des damiers que l'on avait retrouvés aussi sur une version reliftée en 2018-2019 pour hélas la dernière saison du club en Ligue 1. Et c'est un maillot très spécial parce que vous voyez donc le flocage arc-en-ciel de la journée de la lutte contre l'homophobie, qui avait fait parler l'année d'après à Sochaux avec l'absence de Donatien Gomis. Et donc, pourquoi ce maillot il est spécial? Parce que c'est le dernier porté par Youssouf Mchangama à Guingamp. C'était la dernière journée donc de la saison 21-22. Guingamp-Le Havre, et qui avait marqué Youssouf Mchangama. Mais c'était pas la dernière journée, si? Ah si, c'était la dernière, ouais. Si, c'était la dernière, hein. Ah, il y avait eu le feu d'artifice après. Ouais, exact, c'était le dernier match à domicile sûr. Non, c'était le dernier. C'était le dernier. Il n'y avait pas de match ensuite. Tu te souviens qui était la guest star ce jour-là de ce match, Gaëtan?
Alors moi, j'y étais pas, mais je crois que c'est Eduardo, non? Eh oui, c'est Eduardo qui était revenu et c'est l'occasion de vous montrer cette photo qui est, je crois, de ma carrière de photographe qui n'a jamais commencé. C'est la plus belle photo que j'ai jamais prise. Voilà, Youssouf Mchangama, Eduardo d'un côté, une petite larme à l'œil quand on voit ces deux joueurs qui nous ont procuré beaucoup, beaucoup d'émotions sous le maillot guingampais. Forcément, hein, Eduardo, on n'en parle pas. Et puis Mchangama qui avait été vraiment magnifique hein, sur sa dernière saison, Gaëtan, 9 buts, 15 passes en Ligue 2. Et puis des buts, on en parlait quelques fois avec Christophe Gauthier notamment. Moi, Mchangama, il me faisait penser alors à son niveau à Wilson Oruma parce que c'est pas un joueur qui marquait énormément, mais dès qu'il marquait, c'était des buts magnifiques Ouais. à Toulouse. Moi, je m'en souviens d'un ici contre Bastia où il fait Ah, une mais c'est reprise un celui peu que j'allais dire, moi, acrobatique. contre Bastia, ouais. Tu vois, sur le centre de Ndenbe, le but, Ouais. il est magnifique. Il arrive pleine course, les coups francs, etc. C'était un bonbon, Ouais, c'était un ouais. amour. Ouais, bah ouais, ouais, il y avait une vraie patte, un vrai pied. Sur cette dernière saison, franchement extraordinaire. Sur la première avait été bonne aussi, hein, 2019-2020, il était arrivé en fin de mercato d'été. Ça avait été Ouais. une bonne saison pour lui. Ça avait été beaucoup plus compliqué à l'image de l'équipe sur la deuxième, même s'il avait bien terminé, comme la plupart de l'équipe aussi. Et puis il y a eu cette troisième saison ouais, qui a été vraiment, vraiment belle. Ouais, des coups francs, des frappes lointaines, des passes décisives aussi beaucoup. Et un joueur qui avait retrouvé une vraie aisance technique qu'il avait un peu perdu à un moment et qu'il avait retrouvé cette saison-là ouais, ouais, de manière assez forte. Ouais. Et on ne se prive pas, du coup, de vous rediffuser quelques petites minutes de son podcast qu'il nous avait accordé. Alors, c'était sur ses 4 ou 5 derniers jours de contrat avec Guingamp. Il était toujours un joueur de Guingamp, mais on savait qu'il allait s'engager du côté d'Auxerre. Podcast à retrouver sur nos plateformes, Apple, Spotify, Deezer, sur le alaguingampes.com. Mais en voici quelques petites minutes. On avance dans le temps, on arrive à l'été 2020. Et là, nouvelle responsabilité pour toi. Sylvain Didot reste coach, Xavier Gravelaine arrive en tant que directeur du football. Et toi, tu deviens le capitaine de l'équipe d'En Avant Guingamp. Et on va passer tout de suite à l'une des premières interventions dans ce podcast. J'avoue, je t'ai un petit peu menti, je t'avais dit que 3 personnes allaient intervenir. Il y en a 4 qui vont intervenir dans ce podcast et qui vont avoir des Ah messages ouais, pour toi. Là, t'as c'est pas un déconné, ça, message. j'aime pas trop les mensonges, moi. Ah, attention, attention. Celui-là, il n'est pas très grave. D'ailleurs, on parlera de mensonges avec un des 4 tout à l'heure. Je spoil un peu, mais là, on a posé la question à Sylvain Didot, justement, ton ancien coach, ce qui lui avait pas permis, mais pourquoi il t'avait nommé capitaine. On l'écoute tout de suite. Écoute, déjà, bonjour Yous, et félicitations pour ta dernière saison. En fait, pour moi, en tant qu'entraîneur, mon capitaine doit être, si possible, un leader technique, un leader d'effort sur le terrain, à l'entraînement et en match, et un garçon qui est écouté de ses partenaires. Donc, en ce qui concerne Yous, c'est assez simple, il regroupe ces 3 qualités-là. Donc pour moi, c'était une évidence qu'il deviendrait le capitaine la saison suivante. Parce qu'il a raison, c'est lui qui le dit. Donc ça fait plaisir en tout cas de l'entendre, vraiment. Parce qu'il m'avait rien dit. Il m'avait rien dit, j'ai été assez surpris. Assez surpris parce que, voilà, moi je cherche pas... Parce que ce rôle-là, il nous met directement en lumière. Et ça me... Comment dire? J'ai pas eu de pression supplémentaire parce que sur le terrain, moi, j'aime le foot et j'allais continuer à jouer au foot. Mais ma lumière, il donne un peu plus de responsabilité. Ça doit me faire sortir aussi pour aller à la presse. Donc, Ah, on va y venir, t'inquiète pas. du coup, j'ai été surpris hein, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais après, franchement, j'ai accepté le rôle. Tant que les partenaires ils l'acceptent, moi, je l'accepte. Si les partenaires ne l'acceptaient pas, je n'aurais pas pris ce rôle, vu que j'ai senti l'acceptation des partenaires. Donc, voilà, j'ai pris le rôle de capitaine et je l'ai enfilé normalement, voilà, sans me mettre de pression supplémentaire, sans me dire que, parce qu'en fait, voilà, moi, quand je rentre sur un terrain, je veux donner le meilleur de moi-même. Déjà pour moi, pour mon honneur à moi, celui de ma famille. Ensuite, après, on représente un club, on représente
les supporters, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais déjà, il faut qu'on pense déjà pour nous. On joue, on ne veut pas être ridicule. Je vais toujours donner le meilleur de moi-même. Après, des fois, je vais être moins bon, je le sais. Mais je sais que, voilà, quand je serai sorti du terrain, j'aurai essayé de faire le maximum avec les moyens qui sont les miens pour être le meilleur possible, pour que les gens ils soient contents à la fin de ce qu'on a produit en tant qu'équipe, parce que moi, je suis un joueur d'équipe. Et voilà, en fait, ça met un peu plus la lumière sur moi et moi, je ne cherche pas forcément à avoir la lumière. Moi, je suis un joueur d'équipe et j'ai été surpris, mais après, voilà, c'est un signe de satisfaction aussi de ce que j'ai fait la saison précédente. Ça veut dire que ça voulait dire que voilà, j'avais fait de bonnes choses et qu'il avait vu certaines choses chez moi qui font qu'il m'a mis capitaine, donc je l'ai accepté. Voilà, Youssouf Mchangama qui s'était ouvert aux médias et à la presse guingampaise au fur et à mesure de son aventure guingampaise pour notre plus grand plaisir. Tac, 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 tac. On finit l'émission par le quiz. Est-ce que Gaëtan Pinel d'un côté va s'envoler vers les profiteroles? Est-ce que Pierre-Henri Dufay va relancer le suspense? Écoutez, c'est ce qu'on va voir maintenant. On rappelle que Gaëtan reste sur 2 victoires consécutives. Il a réussi à faire ce qu'en avant n'est pas capable de faire cette saison. 2 succès de suite. Moi, il faudrait déjà que j'en gagne une. Ça serait déjà pas mal. Donc, combien de questions aujourd'hui, Gaëtan? 3 sur 5 points toujours? Oui, exactement. Eh bien, c'est pareil pour moi. J'engage, vu que j'ai encore perdu. Oui. Première question, je t'en prie. Alors, première question, c'est un lien avec Troyes. À domicile, qui a marqué le dernier but de Guingamp contre Troyes? Alors, c'était pas en Ligue 2. Alors, attends, 18-19, ils sont pas là. 17-18. 17-18, c'est 17-18. Attends, parce que 19-20, ils sont là, ils gagnent 1-0. Est-ce qu'ils montent? Ils montent cette année? Non, ils montent pas cette année-là. 20-21. Attends, 20-21, on fait quoi contre eux? Non, il y a un partout. Donc, c'est... Ah, la vache, je sais plus. C'est toi qui avais commenté ce match sur Radio Bonheur, non? Non. Il n'y a pas eu un Guingamp 3 Ah non, on perd. Si, mais 19-20, tu l'avais fait parce que tu étais arrivé en retard. Oui, 19-20, on perd 1-0. 20-21, on perd sans marquer, c'est ça, hein? Je crois. Hein. Ça, c'est pas moi de le dire. Hein. Ah, c'est 2-1 ou 2-0. Écoute, je vais te dire comme ça, mais je suis pas sûr de moi. Nbakoto. Non, c'était Ronny Rodelin en 2020-2021. Ah bah c'est celui-là. Là, je l'avais pas commenté ce match-là. C'est toi. Ah, donc c'était moi celui-là? C'était toi. Ah oui, c'était moi, exact, avec le but de Tousgar au début. Ouais, c'était moi. Voilà, bah, non, je ne savais pas. Et donc, ouais, défaite de buts à 1. Et c'était donc Ronny Rodelin, ancien joueur de Troyes aussi d'ailleurs, qui avait marqué. À toi. 0-0. Pierrot est encore très bien parti sur ce quiz. Moi, c'est une question par rapport à Youssouf Mchangama. On parlait de sa belle saison 19-20, de sa belle saison 21-22. Et en 20-21, c'est vrai qu'il n'avait pas énormément marqué. Mais il y a une rencontre où il se démarque. C'est le match du maintien, sans doute une victoire 3-0 à Amiens, doublé de Youssouf Mchangama ce jour-là. Qui était le gardien d'Amiens qui a encaissé les 2 buts de Youssouf Mchangama ce soir-là? Grégoire Couder. Le mec, il est incollable. Et il est revenu dans l'actualité, Grégoire Couder. Eh oui, avec le Stade Brestois. Stade Brestois 29. Il a gardé les cages. 2 matchs ou 1? Contre Marseille déjà. 1, il va faire le deuxième. Non, 2. Il a fait Strasbourg aussi. D'accord. Bon, bah voilà. 1-0, Gaëtan Pinel qui s'envole déjà vers la victoire. Oui, 1-0 donc. Et attends, d'ailleurs, le 4-0 contre 3, tu sais, la dernière 17-18, oui. C'est Nbakoto qui marque le dernier. Hein. Non, c'est Brillant. C'est Brillant le dernier? Ouais, ah oui, à 90e. Ok, vas-y. Ouais. Donc ça n'aurait pas été bon non plus. De toute façon, j'aurais eu faux quoi qu'il arrive. Bon, il est nul. On va passer au CV. Alors, CV, je te laisse noter si besoin. Laisse-moi un quart d'heure. Ouais, il n'y a pas beaucoup de clubs. Je vais laisser 1 minute. Hein, je vais préparer le chrono d'ailleurs. Lyon, Montpellier, Guingamp, Martigues. Lyon, Montpellier, Guingamp, Martigues.
J'ai un club pour toi. Martigues. Il fait beau là-bas. Référence 3-0. J'espère que tout le monde l'a. Il fait beau là-bas. Il est jamais content celui-là. Il reste 30 secondes. Je note sur ma fiche des idées, mais je suis pas convaincu. Emballé. Non. Non, vraiment, c'est vite. Je me suis découvert une immense faille. Ouais, écoute, je vais te dire 2 places. Ben, bonne réponse. Sylvain Deplace. Années C'est 80. lui qui avait joué sur ces 4 clubs. Ça fait un partout. Non. Ouh, un partout. Donc, Années 80. Tu vois, finalement. Ouais. Bah attends, mais normalement, je suis pas trop mal au CV, mais là, tu sais, c'est comme un attaquant qui est en manque de confiance devant le but. Il a oublié tous les gestes élémentaires. Ouais. Ouais, ça va peut-être Voilà, vu que tu reprends la confiance, je mets plus le CV la semaine prochaine. Ouais. Je vais parler d'un Guingamp 3 aussi. 3 février 2016. Guingamp 3. Ouais. Que réalise Jimmy Briand lors de ce match Guingamp 3? Il délivre 3 passes décisives. Bonne réponse. Hop là, attention. J'avais mis sur mon petit truc un point pour Pierrot au lieu de Gaëtan. 2-1, Gaëtan. 2-1, triplé effectivement de passes décisives. Je t'en prie. Dernière question sur 3 points donc. Ouais, sur 3 points. Et là, je te conseille de noter d'ailleurs les petites choses peut-être. On va revenir sur le match aller. Donc c'est tout récent. Guingamp qui s'était imposé 1-0 à 3. Il faut me retrouver qui a délivré la passe décisive, qui a frappé sur le poteau. Et donc ce sont que des Guingampais à retrouver. Hein. Et qui est le joueur qui n'a plus joué depuis ce match-là? Alors, passe d'Est, c'est Sagna. C'est bon. Poteau. Qui a frappé sur le poteau et qui a disputé ce qui est pour l'instant son dernier match de la saison? Attends. Il y a qui Alors, le poteau, je te dirais Eloisani. C'est bon. Et dernier match de la saison, je te dirais Abdallah Ndour. C'est pas bon. Ah. Attends, du coup, j'ai marqué 2 points. Donc là, il y a 3-2. Ouais. Ok. C'est Jonathan Iglesias qui n'a plus joué depuis ses déplacements à 3. Il était entré une minute. Il avait été titulaire à Bastia, je crois, 2-3 semaines avant. Et il était entré 1 minute à 3 et il n'a plus joué, même en coupe, il n'a plus joué depuis ce match-là. Et Ndour, alors son dernier match, c'est quoi? Ndour, je crois que c'était à domicile. C'est pas loin. Hein. C'était à domicile, il me semble, Ndour. Je crois, je me demande si c'est pas contre Grenoble peut-être ou. Non, un peu avant peut-être. Faudrait retrouver, mais c'est un peu avant ce match-là. Et donc voilà, c'était pas à 3, c'était Iglesias pour 3. Bon, 2 sur 3. Tu vois, ça comme fait 4, combien on est là? 4-2? C'est 3-2. QRM le dernier match de voilà, j'étais Grenoble parce que 3-2 Pierrot. Après. Et donc, balle de match au pluriel pour Gaëtan Pinel. Je reviens donc sur les 3 passes décisives de Jimmy Briand. Je pense que tu vas trouver qui sont les 3 buteurs. Alors, Younous Sankaré. C'est bon, 3-3. Alors après, là, je réfléchis tout. Alors, je donne pas les réponses. Je sais que Erding avait marqué Blas aussi. Et qui met l'autre, par contre je crois que c'est Giresse. Je me demande si c'est pas un penalty. Bon, je veux dire Ludovic Blas. C'est bon. Donc là, c'est pour du bonus maintenant. Là. Ah, c'est pour m'humilier, là. Ouais, pour t'humilier. Ouais, je vais dire Mevlut Erding. C'est pas bon. C'était Jonathan Martins Pereira qui a fait la passe à Erding. Et c'est Giresse qui avait marqué l'autre but sur une passe de Jimmy Briand. Briand qui m'avait enguirlandé en zone mixte. Et à partir de ce jour-là, je marque toujours les passeurs décisifs sur ma petite fiche jaune. Parce que j'arrive en zone mixte, première question, bon, Jimmy, victoire large, 2 passes décisives ce soir, c'est super. Il me regarde, il me dit, non, 3 passes décisives. Tranquillo, Pierrot. Bon, 4-1, il y a Tampinel. 4-1, 4 manches à 1.
Il s'envole vers les profiteroles. Ça rime, c'est beau. Non, j'ai pas trop. Si, sur le regret, c'est Rodelin, tu vois, la première. Mais, elle était un peu dure parce que c'est des matchs qu'on a un peu oubliés. Qu'on a complètement oublié. Et en plus, une période... si je les ai... tu vois, je l'aurais commenté, ça aurait été honteux. Mais là, Ouais, c'est une période où on se rappelle plus de tout, mais ouais, elle était mais pas. Je pense, tu vois, quand ton père, tu vois, je suis en conférence de presse, donc attends, je vais la faire comme ça. Regarde, je vais mettre le petit micro là. Ouais. Le micro. Je pense que y a quand même du positif dans cette défaite. J'ai réussi à trouver un CV. Donc, on va pouvoir continuer à travailler là-dessus, à retrouver un peu de certitude dans notre jeu. Oui, on est dernier, on a une différence de but de moins 48, mais c'est pas perdu. C'est pas perdu. Je crois que on a encore des possibilités, donc on va continuer à travailler, effectivement, à redoubler d'efforts à l'entraînement, et puis on va prendre les matchs les uns après les autres. Les lunettes dans la bouche, je sais pas si vous avez souvent vu ça. Attends, moi je suis là, attends les mecs, bon, mais surtout super pour le micro, tu vois. Ouais, c'est clair, clac. Bon, eh ben, écoute, au moins on peut faire rire dans l'humiliation, dans la défaite. Voilà, Gaëtan, merci, bravo déjà pour cette victoire. Rendez-vous demain, 18h45, donc sur Ala Guingampès, YouTube, Facebook, Twitch. Que Facebook si jamais ça marche pas. Et puis on vous rappelle, si vous venez au stade et que vous êtes dans votre voiture en partant, vous pouvez écouter les réactions en direct en zone mixte. Gaëtan, je crois que ce sera toi qui ira en zone mixte demain, si tu le veux bien, pour donc, espérons-le, de belles réactions, de beaux sourires après ce Guingamp 3. On vous rappelle aussi, puisque là on est en direct du stade, on est avec le panneau de la conférence de presse, etc. Les visites reprennent durant ces vacances de février, mardi, mercredi notamment, vous pouvez venir. On a des super maillots dans le vestiaire d'en avant. Vous allez découvrir toutes les strates, tous les métiers autour d'un match ici à Roudourou, parce qu'il n'y a pas que les joueurs, les entraîneurs ou les commentateurs. Voilà les amis, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez regarder cette émission quand vous voulez en replay, en avant-match, avant donc la semaine prochaine aussi, avant Concarneau-Guingamp, où je vais devoir redoubler de difficultés dans mes questions. Je suis quand même sympa, quand même. Je trouve que je suis très... ça va, tes questions étaient bien. Non, tes questions étaient très bien, mais je me trouve très gentil sur les miennes. Donc, attends-toi à ce que ça se corse. Salut les amis, ciao, Gaëtan.